Bonjour à tous, bienvenue et merci une nouvelle fois d'être présents, aussi nombreux pour, ce nouveau webinaire que vous propose en fait le groupe Soorman sur un thème encore d'actualité qui fait partie de la qualité d'air en fait, l'importance du CO2 et du renouvellement d'air, notamment du renouvellement d'air intérieur. Alors aujourd'hui, on va aborder, différents sujets, donc on verra l'importance du CO2, l'importance de la ventilation, hein, également en fait celui de la filtration car tout ça en fait est lié en fait les uns aux autres, on le verra. Donc tout d'abord, on va commencer par une petite présentation du groupe Soorman pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, sachez que nous sommes un groupe international dont la mission est de contribuer partout dans le monde à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur en proposant des systèmes de détection et de mesure de différents paramètres. Donc, on a un groupe international, fabricant français, on fabrique en Dordogne notre partie instrumentation de mesure et on a également une casquette de fabricant en fait, de pompes de relevage de condensat, notamment pour la détection, qui est fabriquée en fait à Chevry, Cossigny en Seine-et-Marne. Donc Montpont est le siège social en Dordogne, 280 employés en France et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conçoit, on répare, on étalonne et on fabrique en fait tout type d'appareil. D'ailleurs, question étalonnage, on est même cofrac dans 2 grands domaines, celui de la température et de l'humidité. Vous voyez en haut de l'écran, en fait, on a fêté nos 45 ans il y a quelques jours, c'était au mois de septembre dernier. Au niveau de notre offre instrument, donc comme je vous le disais, on est des spécialistes en fait de la mesure de l'air et des gaz. On vous propose en fait des appareils portables, des enregistreurs et également en fait des appareils qu'on appelle à poste fixe, en fait des capteurs dans différents paramètres du génie climatique, donc entre autres la température, la vitesse, l'humidité, la pression, le débit, la combustion et bien sûr la qualité d'air. On va pouvoir, rentrer dans le vif, du sujet. Je vous ai pas précisé, n'hésitez pas à poser les vos questions sur la droite, oui, par là, de votre écran. J'y répondrai en fin de session. Donc l'importance du CO2. Alors, la pollution, petite question, est-elle principalement extérieure? Eh bien, c'est faux. La pollution, ouais, elle n'est pas principalement extérieure, tout simplement parce qu'on passe 85, voire 90 en fait, de notre temps dans des espaces intérieurs, que ce soit au bureau, chez soi, lors de sorties, et cetera. Voilà, on passe notre temps, en fait, dans des espaces intérieurs. C'est pour ça qu'on dit que la pollution est principalement intérieure. D'ailleurs, on estime en France qu'il y a environ 50 en fait, des logements qui seraient contaminés par ce qui s'appelle des COV. Les COV, c'est tout ce qui est composés organiques volatiles et 25 en fait des Français souffraient d'allergies. Alors sachez qu'on ne n'est pas allergique, en fait, on le devient. Voilà, donc c'est très important et ça, c'est dû à ce qu'on appelle, entre guillemets, «la grande famille de la pollution intérieure». La qualité d'air est un enjeu de santé publique, comme je vous le disais, donc quelques chiffres, qui datent d'il y a quelques années, hein. Vous voyez déjà en 2016, en fait, il y avait une étude de Santé publique France qui nous sortait que la pollution de l'air, en fait, à elle seule, faisait 48 000 décès en France, donc devant l'alcool et en air intérieur, des études de 2014, en fait, du CSTB notamment, qualifiaient, en fait, que l'air intérieur, concernait 20 000 décès, en fait, par an. Néanmoins néanmoins, on en découvre encore, en fait, un petit peu tous les jours parce que les répercussions, en fait, peuvent se faire sur la santé, à court, moyen, voire à très long terme et des études récentes, en fait, qui ont été menées par différentes universités, qui ont été publiées, en fait, dans le Figaro, estiment qu'aujourd'hui, la pollution de l'air provoquerait à elle seule près de 100 000 morts prématurées par an en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Au niveau des paramètres importants de la qualité d'air intérieur, donc je vous ai mis le CO2 en fait en premier car c'est le sujet du jour, mais on va retrouver d'autres polluants dont quelques-uns en fait que je cite ici, notamment je pense au formaldéhyde qui est un cancérigène en fait avéré qui fait partie de la famille des COV, d'autres paramètres qu'on a vu, un petit peu plus détaillés. Pour ceux qui ont suivi les différents webinaires qu'on a proposés en début d'année, je détaillais dans un des webinaires en fait les différents polluants qui existaient. À ça, j'ai complété par tout ce qui est température, hygrométrie, vitesse débit et pression, qui ne sont pas à proprement parler en fait des polluants, mais qui contribuent grandement justement à la qualité de l'air intérieur. On va parler notamment de renouvellement d'air, comme vous l'avez vu dans le sommaire. Donc pourquoi parle-t-on du CO2? Pour en revenir à nos moutons. Hein, et ben, simplement parce que depuis, la covid, en fait, on en parle beaucoup parce que le CO2, en fait, est considéré comme un, traceur du confinement de l'air. Voilà, dans un environnement clos, en présence en fait de personnes contaminées, il est vraiment difficile de mesurer la concentration en particules virales de l'atmosphère. Donc, je pense en fait au Covid, mais également en fait à d'autres types de virus. On a fait aussi un webinaire en fait là-dessus sur les modes de transmission des virus au mois de juillet. Alors là, la concentration en fait en particules en fait de ces virus étant très, très difficile à mesurer, on va essayer de suivre en fait
des choses qui suivent globalement, on va dire, la même dispersion dans l'air, en fait, que ces virus et c'est le cas, en fait, du CO2 et effectivement, le CO2 suit globalement la même dispersion dans l'air que ces aérosols, en fait, que ou que ces bactéries, en fait, virales. Voilà, c'est pour ça qu'on considère, en fait, que celui-ci est représentatif, en fait, du confinement de l'air. Grâce à lui, on va pouvoir voir si, notre espace, en fait, est suffisamment aéré, suffisamment ventilé et si on n'a pas de risque, en fait, dû à l'accumulation, en fait, de particules virales dans l'air, si on n'a pas de risque, en fait, de pour notre santé. Donc par contre, le CO2, alors on en parle beaucoup, alors surtout depuis le Covid encore une fois, surtout qu'on voit pas mal de petits détecteurs qui sont disponibles sur des sites marchands qui viennent de très, très loin, si vous voyez ce que je veux dire, dans des pays étrangers à très bas coût. Mais par contre, le CO2, c'est pas une mesure qui est si simple que ça. Il suffit pas d'un petit capteur électronique pour pouvoir le mesurer. Alors pourquoi? Composition de l'air. Donc l'air qu'on respire, si vous regardez autour de vous dans la pièce, dans le bureau en fait où vous êtes, l'air que vous respirez, qu'est-ce qu'il contient? Ben, l'air que vous respirez, il contient en réalité 21 d'oxygène, je devrais dire de dioxygène, hein, parce que c'est de l'O2. Il contient 78 d'azote et il contient 1 d'autres gaz. Et là, vous allez me dire: «Bah, le CO2, il est où?» Et ben, le CO2, justement, il fait partie de ces 1 d'autres gaz et dans ces 1 d'autres gaz, le CO2 ne représente que 0,045 de ces autres gaz. Donc dans l'air, si vous pouvez essayer de le peser avec vos mains, en fait, l'air que vous avez autour, là-dedans, il n'y a que 0,045 de CO2, soit 450 ppm. Je précise, 450 ppm, c'est une donnée entre guillemets basée sur le taux de CO2 de l'air extérieur. Donc 450 ppm, on dit 450, 1000, ça paraît des gros chiffres, en fait, c'est beaucoup en fait en termes de quantité à mesurer, mais en réalité c'est 0,045, c'est vraiment tout petit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en fait utiliser n'importe quel type en fait de capteur dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser en fait des capteurs qui sont sérieux. Au niveau des effets sur la santé, donc comme je vous disais, l'air extérieur est composé de 0,04 en fait de CO2 environ. L'air que l'on expire, donc dans le cadre de la respiration, nous on recrache en fait, on aspire de l'air composé de 0,04 de CO2, on recrache en fait de l'air qui est composé lui de 4 de CO2. Donc on respire en fait 450 ppm, on expire jusque 40 000 ppm de CO2. C'est aussi pour ça, si vous comprenez bien le fond de ma pensée, bah, que si en fait on est beaucoup en fait dans une pièce, bon, on a un risque d'accumulation si la ventilation en fait n'est pas correcte. Au niveau des effets sur la santé, donc ppm, je vous ai pas précisé, un ppm c'est particules par million. Donc c'est la quantité de particules en fait de CO2 présentes dans 1 million de particules d'air. Au niveau des effets, souvent en fait on a le chiffre seuil en fait en tête de 1000 ppm. Parce qu'on va considérer en fait que jusque 1000 ppm, on a une habitation ou un espace qui est suffisamment en fait aéré. Voilà. Au-delà, on va commencer à avoir des premiers signes, on va dire, qui apparaissent pour notre santé. Entre 1000 et 2000, on considère qu'on a un petit peu de somnolence. Au-delà de 2000, risque de maux de tête. Il y a des valeurs bien plus supérieures en fait que 5000, hein. Voilà, on manque d'oxygène, en fait, air toxique, même ça peut être très dangereux, ça peut amener en fait des décès à des valeurs très, 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 très hautes en fait en termes de CO2 quoi, hein. Donc juste pour info, si parfois en sortant du bureau le soir, vous avez mal à la tête, c'est peut-être pas à cause de votre chef, c'est peut-être simplement à cause de l'aération de votre bureau et le taux de CO2. Voilà. Donc dans l'air intérieur, d'où vient le CO2? Donc je vous l'ai dit un petit peu, on expire jusque 4 de CO2, donc c'est le CO2 est d'origine, on va dire, entre guillemets, «humaine», ce qu'on recrache, mais il faut pas oublier que dans les logements, on a parfois, en fait, les animaux qui, eux aussi, en fait, recrachent du CO2 et le CO2, c'est aussi un produit qui est, dû à diverses, combustions. Donc notamment, là, ici, vous avez le petit dessin, en fait, d'une cheminée, un foyer ouvert, par exemple, mais ça peut être aussi la fumée de cigarette, hein, la fumée de tabac, notamment. Ça peut être, également tout ce qui est bougies parfumées et cetera, qui nous dégagent en fait du CO2 et toute combustion diverse. Donc le taux de CO2 est représentatif du confinement de l'air. Je vous rappelle, inférieur à 1000 ppm, on considère que c'est un taux de CO2 idéal en intérieur et aujourd'hui, bah, pour les ERP, il est demandé de mesurer ce qui s'appelle un indice de confinement. Alors ERP, c'est établissement recevant du public.
Je vous ai sorti aussi un petit graphique, par rapport à justement le CO2 pour vous montrer en fait l'incidence en fait du CO2 qui est, dans un espace de travail, par exemple dans un bureau. Ici, c'est une mesure qui est réalisée à l'aide d'un de nos appareils qui est une solution connectée qui me permet à distance en fait de suivre en fait l'évolution du taux de CO2, en Dordogne, directement. Moi-même, je suis basé en fait dans le nord de la France et là, j'arrive à suivre en fait en Dordogne, l'évolution du taux de CO2 dans certains bureaux où sont positionnés les appareils. Donc ici, c'était un bureau qui est composé de 3 personnes. Voilà, 3 personnes qui sont réparties, un bureau assez grand, hein, pourtant, il fait quoi? Peut-être allez, une quarantaine de mètres carrés, ouais, 30-40 mètres carrés, avec 3 personnes, en fait, à l'intérieur, hein, 3 personnes à l'intérieur et j'ai ressorti simplement, en fait, une courbe, en fait, qui sur un mois, en fait, qui est basée, en fait, au mois de mai. Alors vous allez me dire: «Tiens, il y a différentes hausses ici, à quoi ça correspond?» Tiens, ça a de la variation. Bah, en réalité, si on les compte, on en voit 5 qui se suivent à chaque fois systématiquement, bah, ça représente les jours de la semaine. Il y a 5 jours travaillés, en fait, par semaine, donc là, ça représente les jours de la semaine. Les week-ends sont représentés, en fait, par des valeurs assez basses, en fait, au niveau du CO2. Donc l'échelle, vous voyez, elle est ici complètement sur la gauche, donc on voit ici que le week-end, en fait, on tombe sur des valeurs, en fait, autour des 450 ppm, encore une fois, qui correspond à peu près à l'air extérieur. Vous allez me dire: «Ah tiens, sur cette semaine-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai que 4 pics». Bah, simplement, en fait, ici, je vous ai dit qu'on était au mois de mai. Là, c'est simplement le jeudi de l'Ascension qui n'était pas travaillé. Donc pareil, on effectue une permanence, mais on n'était pas effectif complet. Donc on voit ici 3 personnes en fait qui travaillent, puis 2, puis une qui assure en fait la permanence lors du pont de l'Ascension. Donc on voit bien en fait l'effet entre guillemets «accumulation» en fait du CO2 quand plusieurs personnes en fait travaillent en fait les unes près des autres. Si on s'in avec ces petits pics là. Si on s'intéresse à une journée particulière, donc j'ai pris la plus haute simplement, voilà, j'ai pris le pic qui était le plus élevé, donc c'est la journée du 18 mai. Donc si je fais un petit zoom dessus, donc journée du 18 mai, on est bien là. En réalité, sur nos horaires de travail, en fait, voilà, on commence nous vers, 8h30, donc les gens à 8h15 commencent à arriver. On voit le taux de CO2 qui monte pour atteindre en fait son maximum, vous voyez ici à 10h30 en fait du matin. Alors pourquoi 10h30? Bah, peut-être qu'après 10h30 en fait les gens se lèvent pour aller faire une petite pause pipi, pour aller, assister à une réunion, les portes s'ouvrent, se ferment et cetera. Arrivé à 12:00, la pause déjeuner, le taux de CO2 dans le bureau, en fait, chute. Donc on a toujours une permanence, on a toujours des gens qui travaillent, en fait, au bureau pour éviter d'avoir des pour toujours être disponible, en fait, pour vous. Donc le taux de CO2 ne redescend pas, en fait, à zéro. Retour du déjeuner, celui-ci remonte. Pareil, l'après-midi, c'est un petit peu plus dissipé. Donc peut-être qu'il y a des réunions, que les gens se lèvent, encore une fois, c'est un petit peu plus dissipé, en fait, au niveau de l'activité. Fin de journée, on voit une chute vertigineuse, en fait, du taux de CO2. Voilà. Encore une fois, on va préconiser dans les bureaux et les espaces en fait clos, de maintenir un taux de CO2 inférieur à 1000 ppm. Néanmoins, en avril dernier est paru en fait l'avis du HCSP, donc le Haut Conseil de santé publique, qui préconise lui par contre pour tous les commerces et tous les ERP, je mets également les bureaux, de mettre en œuvre en fait des actions d'aération et d'assurer le bon fonctionnement de la ventilation lorsque la concentration dépasse 800 ppm de CO2 et ce, avec le port du masque. Ce qui peut paraître en fait logique, car quand on n'a pas le masque et bah, effectivement ça peut monter jusque 1000 ppm. Avec le masque et ben, attention, il faut se protéger parce que si on arrive à 1000 avec un masque, ça veut dire en fait que l'accumulation en fait est peut-être un petit peu en fait supérieure. Voilà. En parlant des ERP, donc je vous disais qu'il y avait une réglementation. Donc ERP, je vous rappelle, c'est établissement recevant du public. Au vu des effets du CO2, voilà et d'autres polluants, depuis 2012 en réalité, la surveillance de la qualité d'air intérieur dans certains de ces ERP est une obligation qui est réglementaire. Voilà, les mesures, obligatoires à réaliser sont le CO2, le formaldéhyde, tiens, qu'on a vu tout à l'heure, mais également tout ce qui est benzène et tétrachloroéthylène, en fait, sous certaines conditions. Donc le sujet du jour, c'est le CO2, donc je vais m'intéresser surtout, en fait, au CO2. Mais sachez que ce décret, en fait, qui rendait obligatoire ces mesures-là, a été modifié en 2012 et voici le nouveau numéro de décret. Voilà, donc il se fait en différentes étapes, qui sont décrites ici, en fait, en fonction des établissements. Donc ça commence par tout ce qui est petite enfance pour arriver, en fait, sur les autres, ERP à partir de janvier 2023. Voilà, alors dedans, je vais vous lire, en fait, simplement ce qu'il dit en vitesse. Voilà, le décret a été modifié en 2015 et voilà, l'exploitant de l'établissement doit faire l'évaluation des moyens d'aération de l'établissement et en plus de ça, il doit faire une campagne de mesure des polluants réglementés, soit en faisant appel à un organisme agréé ou en mettant en œuvre un plan de prévention. Alors perso, bon, mettre en œuvre un plan de prévention sans mesure au préalable et sans mesure pour vérifier en fait l'efficacité en fait du plan de prévention, je ne sais pas comment ils font.
Voilà, donc il faut mesurer le CO2, même dans le cas en fait des ERP, il faut mesurer en fait le CO2. Il y a des organismes aussi qui peuvent vous proposer en fait ces prestations, mais c'est surtout pas à prendre à la légère parce que le CO2 c'est vraiment au quotidien. D'ailleurs, dans ce décret, pourquoi je vous en parle aussi, c'est parce qu'il borde bien, on va dire, les caractéristiques des capteurs à utiliser. Notamment ici, on voit sur la deuxième ligne la précision du capteur à plus ou moins 50 ppm. On dit: «Ah plus ou moins 50, c'est grand!» Ben non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez? 50 ppm, c'est 0,005 de l'air. C'est tout petit, donc ça peut pas se faire avec n'importe quoi. Les capteurs doivent être de grande précision et avoir une très, très bonne stabilité dans le temps. Surtout que cette incertitude est donnée, enfin cette mesure en fait, cette EMT, cet écart en fait est donné à une incertitude de 20° et de 1013 en fait millibars. Chose qui peut ne se faire que quand dans un véritable laboratoire, une véritable salle blanche comme nous possédons en fait chez Sörmann. Voilà, au niveau du domaine, donc 0 à 5000 ppm, voilà, résolution ppm près, un certain temps de réponse et voyez, dans ce décret, il est également demandé en fait que les appareils ont une certaine fréquence de mesurage, avec un point qui est émis toutes les 10 minutes. Donc au-delà de mesurer, au-delà d'afficher les valeurs, l'appareil doit lui être capable d'enregistrer. Voilà, avec une certaine capacité d'enregistrement. Donc ici, on parle de tous les enfin, jusque 8 jours, on va dire minimum, qui représentent en fait une semaine de travail. Mais des enregistreurs, comme vous propose le groupe Surman, que vous voyez ici à l'écran, c'est des choses qui vont durer beaucoup plus longtemps. Tout ça est repris dans un petit guide qui est sorti par le ministère de l'Environnement. Voilà, ce qui est disponible d'ailleurs en fait sur internet, hein. Si vous voulez le lien, vous m'envoyez un petit message, dans les chats ou même par mail, vous aurez mes coordonnées tout à l'heure, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Donc tout ça, c'est bien décrit en fait dans le guide, où il est d'ailleurs précisé en fait qu'il faut déterminer grâce à la mesure de CO2, ce qui s'appelle un indice de confinement. L'indice de confinement, en fait, ça se mesure à partir du CO2. Dans le logiciel des petits appareils, des petits enregistreurs, on peut déterminer directement les plages de présence, par exemple des enfants, si je prends le cas d'une école et ça va nous donner un indice qui s'appelle l'indice icône qui varie entre 0 et 5, 5 étant un confinement très extrême et à partir de 3 et 4, 2, 3 et 4, en fait, l'établissement doit mettre en œuvre, en fait, des mesures justement pour pallier au problème en fait de CO2 dans l'établissement. D'ailleurs, en fait, il est précisé que quand il possède en fait un système de ventilation, il doit faire appel en fait à des professionnels de la ventilation pour avoir les conseils adaptés. La mesure, pour revenir sur elle, donc sur ce que vous propose en fait, le groupe Seraman. Donc nous pour ça, on vous propose surtout un petit appareil chez nous qui s'appelle le Keystone KCC 320, c'est celui que j'ai dans les mains. Alors, sachez que chez nous, on a tout un tas d'appareils en fait qui sont capables de mesurer le CO2. On a aussi bien des appareils portables pour faire des mesures ponctuelles, des appareils à poste fixe, donc encore une fois des capteurs qu'on va mettre à demeure pour une surveillance permanente. C'est notamment en fait le cas dans certains musées en fait où vous avez des capteurs en fait de chez nous qui y sont, voire dans certaines industries ou parfois dans des bâtiments tertiaires en fait, dans des salles un peu sérieuses ou un peu comment dire, enfin qui nécessitent justement un contrôle permanent. Donc on a des capteurs à poste fixe et des appareils portables, mais également des petits enregistreurs. Soit en solution connectée, tout à l'heure je vous ai fait voir les graphiques, les solutions connectées, mais quelque chose qui passe bien en fait dans le cadre du décret et puis dans l'heure actuelle, pour un coût en fait assez intéressant, c'est ces petits appareils-là en fait. Voilà, ces petits enregistreurs qui affichent, qui enregistrent, qui avertissent en fait en cas de problème, qui sont fabriqués chez nous en France, hein, ils sont marqués Made in France, c'est marqué au dos, qui sont conformes au décret, donc en tout point, que ce soit au niveau de la précision, au niveau de la fiabilité, au niveau de la durabilité et cetera. Le capteur intégré, c'est un capteur CO2 NDIR, donc sans rentrer dans le détail technique de ce que c'est qu'un capteur NDIR. NDIR, ça veut dire infrarouge non dispersif. Voilà, c'est parce qu'on ne peut pas faire un petit capteur électronique en fait de CO2 tout basique. Ça ne garantit pas en fait la précision ni la fiabilité, on va dire, de la mesure. Donc il faut un capteur spécifique, ça s'appelle un capteur CO2 NDIR. Voilà. Ces petits appareils sont capables de mesurer jusque 4 paramètres, le CO2, température, hygrométrie, pression atmosphérique. Tiens, tout à l'heure, je vous disais, attention, température, hygrométrie, pression, ce sont également des paramètres importants de la qualité d'air intérieur parce que le tout est lié. Quand vous êtes soumis à une variation de température, faites varier en fait la densité de l'air, le volume de l'air. Donc c'est important en fait de tenir compte de ces paramètres pour faire une mesure qui est fiable. Au niveau de ces appareils, donc alarme visuelle programmable, une mémoire de 2 millions de points en fait à l'intérieur, donc 2 millions de mesures en fait que vous pouvez stocker, une grande autonomie jusque 3 ans, ça fonctionne avec 2 petites piles, AA, lithium qui sont au dos.
Une configuration qui se fait simplement, et rapidement avec soit un logiciel qui est gratuit téléchargeable sur notre site qui s'appelle le Keylog Lite, soit un logiciel qui est en option qui est le Keylog 2015 qui vous permet, également de calculer l'indice de confinement. Il communique en Bluetooth. Alors pourquoi vous allez me dire il communique en Bluetooth? Bah, tout simplement, ben, si jamais en fait vous êtes un je vais reprendre l'exemple en fait d'une école. Si jamais vous êtes dans une école, vous avez des appareils qui sont installés dans vos différentes, salles de classe. Vous êtes chef d'établissement, mais vous voulez suivre en fait un petit peu ce qui se passe en fait chez vous, bah, vous allez simplement à proximité avec un smartphone et là vous allez pouvoir décharger les données, en laissant l'appareil continuer à travailler bien évidemment, mais vous allez pouvoir décharger les données et avoir une courbe de tout ce qui s'est passé et ça c'est quand même top, ça c'est quand même top. Au niveau de la fixation au dos, alors on le voit pas ici parce qu'il est intégré directement en fait au boîtier, ABS, il y a une fixation aimanté. L'appareil est également livré avec un support mural anti-vol. Il peut calculer l'indice de confinement et il est surtout en fait vérifiable en fait sur site. Ça c'est important parce que quand vous avez une mesure, la mesure qui est affichée là, elle est bonne ou elle est pas bonne? Alors ça, on ne sait pas. Donc il existe des bouteilles en fait étalons. Donc vous générez en fait une petite fuite en fait dessus. On livre en fait le un petit flexible qui permet de se raccorder au dos. Là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, il y a une petite tétine sur laquelle on se raccorde et ça permet simplement, avec notre fuite calibrée de notre bouteille, de comparer la valeur qui est à l'afficheur. Et ainsi, on sait si notre appareil il est bon ou non. Si jamais il est dérivé, avec le logiciel Keylog 2015, vous avez la possibilité de corriger cette valeur. Voilà, comme ça, vous avez toujours un appareil qui est disponible en permanence et qui ne nécessite pas forcément en fait le renvoi en fait directement chez le fabricant, ni son remplacement d'ailleurs. C'est un appareil durable. Au niveau du positionnement, parce qu'on me demande souvent, on me dit: «Ouais, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on les met?» Où est-ce qu'on les met? Alors il est recommandé de les mettre entre 1 et 2 mètres de hauteur. Alors pourquoi? Parce que ça correspond grosso modo en fait à la couche d'air que nous respirons. Loin des fenêtres, les portes et entrées et sorties d'air. Pourquoi? Pour éviter qu'il soit dans un système en fait de ventilation qui vient perturber justement sa mesure. Éviter la proximité de la bouche d'une personne. Vous voyez, là je suis tout seul en fait au bureau là aujourd'hui. J'étais tout à l'heure en fait à 550 ppm affiché. Là je le manipule, je parle devant et cetera. Là il est monté à 795 ppm. Pourquoi? Parce que à proximité de ma bouche, encore une fois, j'expulse 40 000 ppm en fait en parlant. Donc forcément mon taux de CO2 en fait va monter. Et éviter la proximité, bien sûr, en fait, comme tout appareil électronique, de source de chaleur. Voilà, concernant le CO2. Néanmoins, le CO2, je vous ai dit, confinement de l'air, et cetera, bah, être tout seul, c'est bien beau, mais bon, attention à la ventilation, comment on est ventilé, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'importance de la ventilation dans un bâtiment. Alors très rapidement, hein, le débit d'air, comment ça se passe? Alors, vous avez une centrale de traitement d'air qui est ici. En réalité, de l'air frais en fait est aspiré de l'extérieur, passe par la centrale d'air, donc celui-ci il est filtré, il rencontre en fait ce qui s'appelle une batterie chaude, une batterie froide pour faire de l'air chaud ou de l'air froid, et puis il est soufflé vers le bâtiment pour être diffusé à travers des diffuseurs, pour utiliser les termes exacts. Donc si vous êtes dans un bureau, et cetera, qui est climatisé, comme moi j'ai ici, en fait, vous avez peut-être des sortes de bouches en fait au plafond avec différentes formes, hein, qui peuvent être arrondies, rectangulaires, et cetera. Ce sont des diffuseurs qui diffusent en fait l'air dans les bâtiments. Cet air est repris par ce qui s'appelle une grille de reprise, donc là je l'ai mis en bas, parfois elle est au plafond également, pour être en fait ensuite rejeté ou recyclé en fonction des besoins de la zone. Alors, comment lutter contre l'accumulation du CO2? Parce qu'encore une fois, dans une pièce, le CO2 risque de s'accumuler. Donc, pour lutter contre cette accumulation, on va jouer sur les débits d'air soufflés et extraits. Et les besoins en débit d'ailleurs d'une salle sont déterminés en fonction de sa configuration ou de ce qu'on l'on fait à l'intérieur. Dans cet exemple, donc les diffuseurs sont équilibrés avec un débit d'air identique. Donc là, j'ai mis petit Q1 égale à Q2. Ici, on considère que l'air, en fait, est bien réparti et bien homogène et bien évacué correctement grâce à la grille de reprise et la mesure et l'équilibrage des différents diffuseurs permet, on va dire, un bon taux de renouvellement d'air. Ce qui va permettre, bah, au CO2, en fait, qu'on recrache de diminuer et donc garantir également, en fait, la sécurité des personnes et maîtriser le taux de renouvellement d'air garantit l'air que nous respirons est suffisamment de bonne qualité. Voilà, le taux de renouvellement d'air exprime le nombre de fois, pour aller un petit peu plus loin, où l'air d'un local est renouvelé par de l'air neuf extérieur et ce, chaque heure. Voilà et s'assurer en fait que le taux de renouvellement d'air est bon, ça commence par de la mesure et donc la mesure du taux de renouvellement d'air, ça se mesure avec ce petit appareil que je vous ai fait afficher sur la droite de l'écran qui s'appelle un ballomètre. Donc alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que si je prends le cas en fait d'une pièce qui est mal entre guillemets où l'air est mal réparti. Donc ici, par exemple, Q1 tout à l'heure était égal à Q2, là je prends un Q2 qui est beaucoup plus important.
J'ai mal réglé, on va dire, mes débits sur mes diffuseurs. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'air n'est pas brassé correctement. Si je suis une personne, en fait, dans une pièce et bah, je cours un petit danger ici. Vous voyez? Parce que j'ai une accumulation de CO2 qui va se faire, une risque d'accumulation, en fait, virale et cetera et cetera. Il est super important de réaliser ce qu'on appelle un équilibrage. Donc un équilibrage, souvent, on parle d'équilibrage, en fait, de réseau, d'une pièce par rapport à l'autre, mais un équilibrage au sein d'une même pièce, ça se fait. Les diffuseurs, en fait, sont été calculés, ont été positionnés à différents endroits, c'est pas pour faire beau. C'est parce que normalement, en fait, l'installateur et le bureau d'études qui a conçu le bâtiment à positionner les diffuseurs à des endroits entre guillemets «stratégiques» de manière à ce que l'air soit brassé et renouvelé correctement. Concernant les débits, alors aussi on me demande souvent en fait quels sont les débits minimums à respecter. Alors, bah, pour ça simplement en fait je fais référence en fait à la réglementation. Voilà et dans les bâtiments, voilà équipés d'un système de ventilation, les débits minimums en fait, à respecter sont fixés par cette réglementation en fait. Donc soit le règlement sanitaire en fait départemental qui impose un débit, minimum d'air neuf, soit par le code du travail directement. Donc par exemple ici, on hop, voilà, si je prends le cas d'une salle de réunion, je dois afficher en fait 30 mètres cubes, je suis par salarié. Donc si j'ai une salle de réunion qui doit accueillir 10 personnes, ça veut dire que je dois souffler au minimum 300 mètres cubes heure d'air neuf dans la pièce. Voilà. Autre chiffre en fait pour les commerces et pour l'enseignement. Voilà, donc on tourne toujours d'après le code du travail entre 25 et 30 mètres cubes heure. Taux de renouvellement d'air. Alors je vous parle tout à l'heure, je vous parle de débit, mais je vous parle également de taux de renouvellement d'air. Alors le taux de renouvellement d'air, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le TRA. En fait, c'est le débit qui est soufflé, donc par exemple mes 300 mètres cubes de ma salle de réunion, par rapport au volume de cette pièce. Et ça va me donner un petit chiffre qui s'appelle le taux de renouvellement d'air. C'est le nombre de fois où l'air est renouvelé chaque heure. Donc là, il y a des valeurs en fait, qu'on peut retrouver en fait, facilement sur internet en fonction en fait du type d'établissement. Les taux de renouvellement d'air bas, les taux de renouvellement d'air hauts. Alors face aux virus, voilà, qui sont souvent comparés à des aérosols dans leur comportement, physique, il est facile d'imaginer qu'un taux de renouvellement d'air soutenu est nécessaire pour réduire des risques de contamination. Donc cet autre tableau que je vous ai fait, voilà, ici, montre quoi? En fait, il montre ici simplement que de passer de 2 à 4 renouvellements d'air par heure, ben, le temps de décontamination à 4 pour atteindre 99 va passer de 138 minutes à 69 minutes. Donc grosso modo, passer de 2 à 4, ça permet en fait de décontaminer 2 fois plus vite. Au niveau de la mesure, donc tout ce qui est débit et équilibrage, encore une fois, le baromètre que je vous ai présenté, qui a 5 dimensions en fait de haute interchangeables, donc mesure 4 paramètres, encore une fois, débit, température, hygrométrie, pression atmosphérique. Il est capable de calculer le taux de renouvellement d'air et il fonctionne également, si vous le souhaitez, avec une petite application mobile qui permet en fait de s'ajuster en fait en fonction du type de bouche, de type de diffuseur en fait sur lequel vous faites votre mesure. La mesure de débit peut également se faire avec des appareils dits portables, donc c'est des petits appareils en fait qu'on balade comme tout à l'heure, hein, enfin je vous en parlais, brièvement, qui donc chez nous, on a notamment en fait des appareils qui sont, multiparamètres, donc température, vitesse, humidité, pression, débit, qui ont des fonctions de calcul, qui peuvent enregistrer. Vous avez un petit logiciel également qui va avec, qui est très, très bien. Tous les modules sont interchangeables également et on va pouvoir passer à l'importance de la filtration. Alors la filtration, alors l'objectif des filtres, c'est quoi? Le rôle? L'objectif des filtres, bah, c'est arrêter certaines particules. Tout à l'heure, je vous disais dans ma centrale d'air, bah, j'ai des filtres en fait, qui sont là pour arrêter certaines particules, pour filtrer l'air en fait qui va arriver en fait dans mon bâtiment. Voilà, mais certains servent également en fait à arrêter certains éléments pathogènes. Voilà, notamment en fait, je pense aux salles blanches, je pense, aux hôpitaux, peut-être à l'industrie pharma en fait, ou des choses comme ça en fait où il y a certains filtres en fait qui ont ce rôle en fait d'arrêter certains virus et cetera. Voilà, donc un rythme d'inspection doit être défini en fonction de l'application et du type de filtre. Voilà, sur une centrale d'air, il n'est pas rare d'avoir une inspection tous les mois, un nettoyage tous les 3 mois et un remplacement en fait tous les ans. Voilà, néanmoins, on peut optimiser, on va dire tout ça, on peut vérifier tout ça. Alors comment on peut vérifier tout ça? Bah, ça passe par de la mesure. Là, je vous ai sorti un petit graphique, que j'ai pris comme ça sur internet, hein, chez un des fabricants dont je ne citerai pas le nom. Là, ici, on voit par exemple, qu'est-ce que ça montre? C'est une mesure de pression qui est faite, hein, voilà, une mesure de pression qui est faite. Quand le filtre est neuf, à 0 heure de fonctionnement, voilà, le fait de mettre un filtre dans ma gaine, ça me génère une pression en fait de une dé une enfin, une différence de pression de 100 pascal. Mon filtre est neuf,
ça me fait 100 pascal. Au fur et à mesure de son utilisation et ben, la pression en fait va augmenter. C'est ce qui s'appelle en fait la perte de charge et le filtre va venir se colmater. Voilà, il va arrêter toutes les particules. Donc avant d'aller à la rupture et cetera, ou avant de devoir le remplacer, bah, on peut soit par de la mesure en fait l'optimiser en fait, la durée de vie des filtres, hein, soit on peut le remplacer prématurément par rapport à ce qu'on fait en fait dedans, par rapport à une activité si jamais elle a été modifiée. Donc ce genre de mesure, ça se fait une nouvelle fois, ça peut se faire une nouvelle fois avec des petits enregistreurs comme je vous ai montré tout à l'heure, ça fonctionne avec les mêmes applications. Ça permet de suivre les encrassements, d'afficher les données, d'avoir un suivi, un capteur qui est autonome plutôt que d'avoir une grosse installation en fait électrique. On a ces petits appareils là que vous mettez en fait en place, ça vous permet d'avoir un suivi en fait sans une grosse installation. On aura également donc les enregistreurs TrackLog, donc ça c'est notre solution connectée, les petits boîtiers, bah, qui ressemblent, ils ont la même taille en fait que les précédents, mis à part qu'ils transmettent à distance via le web les informations. Néanmoins, ils ont également une mémoire interne si jamais en fait vous avez une perte de connexion internet, on ne sait jamais. Voilà. Pour le suivi de l'encrassement, on aura également les solutions à capteur fixe, donc qui sont des appareils qui mesurent les delta P directement et qui cette fois-ci en fait peuvent sonner, peuvent, vous fournir des alarmes visuelles, peuvent vous transmettre les données, peuvent avoir des alarmes déportées pour déclencher ce qui s'appelle des contacts en fait, des contacts d'alarme dans des armoires électriques ou sur une surveillance en fait généralisée qui s'appelle une GTC par exemple, hein, et vraiment de grande précision de mesure aussi avec les capteurs. Forcément, ils sont alimentés électriquement, on arrive à avoir des choses très, très fines. Je pense à la pression où on a même chez nous, en fait, des capteurs qui sont précis, enfin, qui sont capables de vous mesurer une différence de pression à plus ou moins 0,8 pascal et ce sans dérive, car elles sont autocalibrées. Voilà, donc c'est vraiment très, très fin, en fait, hein, quand je vous parle du pascal. Dans l'atmosphère, vous avez 101 325 pascal. Nous, on est capable de mesurer 1. Voilà. La mesure de pression, ça peut également se faire par des appareils portables pour vos mesures ponctuelles, si vous en avez, voire les petites mesures que vous pouvez enregistrer et qui existent en fait sur différentes plages de mesure, soit très petits pour de la salle blanche, soit très très grands en fait pour la filtration par exemple, voire du dépoussiérage, voire des applications industrielles. Et les appareils sont évolutifs. Donc l'importance du CO2, on est tous concernés. Ce que je peux vous dire, c'est que la mesure du CO2, ben, et la surveillance de la qualité d'air, ben, ouais, ça nous concerne tous, tout simplement parce qu'en moyenne 85 de notre temps, on le passe dans des espaces intérieurs, et les cas d'application, ben, on en retrouve partout, hein, que ce soit dans les écoles, dans les bureaux tertiaires, que ce soit dans les musées, que ce soit dans les salles de cinéma, les salles de spectacle, les salles de théâtre. Voilà, de la mesure, on en trouve partout concernant la qualité d'air. Ça concerne tout le monde, les piscines, les centres commerciaux, le domaine hospitalier, je vous ai cité aussi les laboratoires tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère en fait que ce que je vous ai présenté en fait, ça vous donne une bonne vision en fait du CO2, du renouvellement d'air, de leur importance en fait à tous. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez nous joindre, on a une équipe commerciale qui est répartie sur 3 grandes régions en France en fonction de votre zone d'habitation ou là où vous travaillez. On a également des commerciaux itinérants qui sont capables en fait de se déplacer directement chez vous pour vous apporter des conseils, hein. Voilà, c'est des vrais technico-commerciales, hein. Voilà, c'est pas des voilà, c'est des vrais technico-commerciales qui sont là pour vous donner des conseils, des commerces sédentaires également qui sont disponibles en fait par téléphone aux numéros qui apparaissent. Voilà et si vous voulez, je vais commencer à regarder réponse à vos questions. Juste avant de regarder les questions, juste pour info, donc cette année, on a fait plusieurs webinaires en fait sur la qualité d'air en fait et cetera. Prochainement, je vous prépare un petit webinaire, je crois que il est prévu pour le 20 octobre, notamment concernant la mesure en elle-même sur bouche. Donc comment on fait une bonne mesure en fait de débit sur les bouches. Voilà, on fera différentes en fait, webinaires, différentes sessions qui seront plutôt des sessions tuto, sur comment en fait on fait une mesure, comment bien mesurer. Voilà, donc je regarde si vous avez des questions. Alors ouais, la première, alors j'ai Jean-Marc. Avez-vous des systèmes permettant de contrôler les débits ailleurs que sur les bouches? Alors la réponse est oui, Jean-Marc. En fait, on fabrique également tout ce qui est, ce qui s'appelle en fait des ailes de mesure ou des tubes de pitot qui sont voire des capteurs, ce qui s'appelle des capteurs à fil chaud ou même voire même à hélice en fait pour les applications, qui sont des petits appareils intrusifs, qu'on appelle intrusifs, qui sont capables en fait de rentrer directement en fait dans une gaine et qui, à l'aide d'un capteur ou même d'un appareil portable, si c'est pour un contrôle ponctuel, vont vous donner directement une information de pression dynamique, de vitesse ou de débit qui vous permettra en fait d'afficher donc et d'enregistrer, voire de transmettre un débit, d'être averti, en cas de problème et cetera. Voilà, donc oui, la réponse est oui, Jean-Marc. Pour Géraldine, les VOC sont-ils donc les VOC COV, les en français COV, composés organiques volatiles, sont-ils aussi évaluables par le taux de CO2 intérieur? Alors, dans la même logique, alors on pourrait dire que oui, mais attention, ces particules n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Voilà, elles sont plus petites, plus fines, plus légères et
persistance. Par exemple, je pense notamment, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs, paramètres qui étaient à prendre en compte dans les ERP, donc le CO2, le tétrachloroéthylène, le benzène, hein, également le formaldéhyde. Autant le formaldéhyde, on a des capteurs en fait spécifiques qui sont capables en fait de le mesurer directement, autant le benzène, c'est tellement fin qu'on peut pas en fait, ça qu'on peut pas en fait, c'est vraiment trop, trop fin pour être mesuré. Donc ça va dépendre en fait du type de COV. Par contre, la dispersion dans l'air en fait de tout ça, c'est très intéressant en fait de mesurer le CO2 parce que au même titre que les COV peuvent être très dangereux pour la santé, benzène, tétrachloroéthylène, formaldéhyde, cancérigène avéré encore une fois, pareil, on ne veut pas en fait qu'ils remplissent notre atmosphère, donc il faudrait suivre leur dispersion, leur évacuation, hein, si vous préférez, en suivant le taux de CO2 et oui, ça c'est possible par contre. Ensuite, j'ai Lise. Lise, y a-t-il dans votre gamme des détecteurs de CO2 personnels? Alors des EPI, Lise. Alors on a des appareils de mesure portables, en fait, sur le CO2 qui vont faire une mesure ponctuelle. Par contre, des détecteurs EPI directement de CO2, non. Alors pourquoi? Encore une fois, si on devait placer, en fait, un détecteur EPI au niveau, en fait, de sa poitrine ou pas très loin, la mesure serait il faudrait en tenir compte, vous remarquez, mais il faudrait, en fait, que ce détecteur, en fait, ne soit pas, gêné par, justement, le fait de parler, le fait de la vie humaine, en fait, car la mesure, en fait, serait elle-même perturbée. Donc pour avoir une bonne représentation du confinement de l'air, il faut le positionner aux petits endroits que je vous ai indiqués tout à l'heure, hein, si vous étiez là. C'est entre 1 et 2 mètres de hauteur, c'est, loin des fenêtres et des portes, donc de la ventilation et cetera, de manière à avoir une valeur qui est représentative, en fait, du confinement de l'air d'une pièce et après en fonction de la taille de la pièce, bah, malheureusement, il y a pas de règle, hein, ça va dépendre de l'occupation de celle-ci, du nombre de personnes qui y travaillent et cetera et cetera et cetera. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors a priori, je ne vois plus de questions. Beh, écoutez, bah, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci énormément pour votre présence et votre participation. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, hein, pour un prochain webinaire que vous propose le groupe Surman. Merci, au revoir.